Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Valérie Gigou de l'équipe marketing Systentia et je suis accompagnée ce matin de Jean-Baptiste Peter qui est chef de projet IAM chez Systentia. Donc, Jean-Baptiste est certifié Project Management Professional et a de nombreuses années d'expertise dans la conduite de projets IAM. Donc, le thème de ce matin est réussir un projet de gestion des identités. Donc Jean-Baptiste va vous partager son retour d'expérience et en vous présentant notamment les écueils à éviter dans la conduite de projet IAM et surtout les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour réussir ce type de projet. Donc ce webinaire est enregistré pour que nous puissions vous faire parvenir un replay. Vos micros sont coupés et nous vous invitons à utiliser les outils de chat ou de questions-réponses qui sont à votre disposition pour pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à l'issue de cette présentation. Très bien, merci Valérie pour cette introduction. Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ce jour comment réussir un projet de gestion des identités sur les écueils à éviter et les bonnes pratiques à mettre en œuvre en tant que chef de projet. Alors, ce petit changement. Voilà. Alors, le premier élément de cette présentation, ça va être qu'en termes d'IGA, on va parler d'IGA, Identity Governance and Administration. Également, les termes, ça va être IAG, Identity and Access Governance. Nous, on va considérer que le projet va faire partie du produit. Alors, même si le projet va s'appuyer sur une technologie, sur un produit en matière de gestion des identités, ça va bien au-delà d'un simple déploiement, d'un simple paramétrage du produit. On va être sur un projet de transformation qui va nécessiter une synchronisation interservice. Et comme pour tout projet, on va avoir 4 facettes à prendre en compte. La partie technique, la partie projet, une partie organisationnelle et également une partie politique. Tout c'est l'adéquation entre les besoins et la façon dont on va y répondre va faire en sorte que sur ces 4 facettes, quand c'est pris en compte, ça va être un succès. En termes de typologie de projet, on va avoir 2 cas de figure considérés ici. Ça va être soit la mise en œuvre, la première mise en œuvre d'une solution d'IGA ou un changement de solution IGA. Voilà. À savoir qu'un projet IGA, ça va être un équilibre entre plusieurs contraintes ou plusieurs possibilités. On va naviguer entre ces différentes contraintes financières, contraintes temporelles, contraintes produits, donc on va prendre en compte les possibilités du produit, les bonnes pratiques, vous informer aussi de la roadmap du produit pour faire en sorte que le projet évolue dans le temps, également les contraintes organisationnelles qui peuvent être du legacy lié à d'anciennes activités, des processus existants. L'idée, ça va être de pouvoir arbitrer sur ces contraintes ou possibilités. Dans le cas d'une première mise en œuvre, on a une pratique manuelle. Dans le cas d'un changement de solution, on va avoir côté client, une connaissance de l'existant sur ce qui a pu être réalisé dans l'ancienne solution ou sur le développement interne. Côté éditeur, nous, on va connaître la nouvelle solution. Côté intégrateur également. L'idée, ça ne va pas être de transposer tel quel l'existant, ça va être de chercher à exploiter l'ensemble des solutions de la nouvelle, l'ensemble des possibilités de la nouvelle solution pour venir apporter de la valeur. Donc, on va passer par de la reconception. Dans tous les cas, on va chercher à se baser sur les cas d'usage et les règles de gestion au travers d'ateliers de cadrage. Dans les 2 cas, on va avoir une source différente avec un objectif qui reste le même. Alors, ensuite, pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre, on va d'abord essayer d'éviter de faire un certain nombre d'erreurs au fur et à mesure du projet. Donc, sur la partie suivante, les erreurs, les écueils à éviter. Si je devais résumer cette partie en un seul terme, ça va être de voir uniquement la partie technique du projet. En développant cette partie sur les parties projet organisationnel et ensuite sur la partie périmètre, premièrement sur la partie projet, on est bien sûr dans le cas d'un projet d'IGA, sur une transformation majeure qui va impacter l'entreprise. Pourquoi? On va être sur des projets qui vont être de 25 jours hommes à 100 jours hommes. J'ai également des projets qui vont jusqu'à 200 jours hommes. Donc, c'est des projets qui vont durer entre 3, 4 et 12 mois.
en fonction du périmètre considéré. Ce qui va être généralement important en début de projet, et qui est le cas dans tous les projets, ça va être les biais d'optimisme et l'effet tunnel. Un biais d'optimisme, ça va être que en début de projet, on a une surestimation des anticipations de calendrier, risque et valeur, et les coûts ont tendance à être sous-considérés. Alors, de notre côté, plusieurs éléments. On est sur une solution ouverte qui va permettre de faire beaucoup de possibilités. La manière dont on répond à ce biais d'optimisme, ça va être de vous apporter en tant qu'éditeur ou en tant qu'intégrateur nos conseils sur notre expertise, sur ce qui est possible. La façon dont on y répond, c'est de vous donner de la visibilité. Voilà. L'effet tunnel, ça va être que techniquement sur un projet qui va durer 1 an, 2 ans, on peut avoir entre le début du projet et la fin du projet, un écart entre ce qui a pu être exprimé, ce qui a pu être compris de notre côté et ce qui va être ensuite restitué. On peut avoir aussi un changement du besoin sur des projets longs. L'environnement sous-jacent, type Windows Server, SQL, etc., a tendance, ou d'autres éléments ont tendance à évoluer vite, ou aussi sur les connecteurs cibles. On peut avoir aussi, sur cet effet tunnel, un manque de compréhension sur l'état d'avancement du projet. Encore une fois, le fait de connaître ces éléments va permettre de pouvoir les traiter. On va aussi avoir des impacts organisationnels qui vont être pris en compte sur la conduite du changement, surtout au niveau des équipes d'exploitation, des équipes d'administration. Pourquoi? On a une masse de connaissances qui est intégrée. Je donne le cas d'un client qui trouvait la solution très puissante, mais ça nécessite un premier niveau de pratique. On était dans ce cas-là sur un client qui avait un premier développement, qui faisait les éléments manuellement, qui a pu automatiser ensuite ces éléments, ses créations, modifications et suppressions dans l'AD et dans diverses applications qui étaient branchées à l'AD via des groupes de sécurité. Le point à prendre en compte pour répondre à ça, c'est qu'il y a une montée en maturité avec une progression continue à prendre en compte. Deuxième exemple, j'avais aussi le cas d'un client qui se constituait en GHT. On avait un groupement hospitalier territorial. On avait 9 sites. 9 sites avec une personne par site pour la gestion IAM, IGA et SSO également. Suite au projet, ces objectifs, ça va être de passer sur 1 ou 2 personnes. Donc, on a vraiment un gain en termes de, malgré cette nouvelle connaissance, on a quand même un gain significatif en termes de temps d'exploitation. Un point aussi, ça va être d'intégrer les RH comme partie prenante. La nature d'un projet d'IAM, ça va être qu'on va automatiser des actions qui se basent sur un référentiel amont. Et ensuite de pouvoir, sur la base de règles de gestion et d'éléments qui sont définis côté IT, de pouvoir automatiser ces actions. Mais du coup, ça déporte une partie de la charge d'administration qui était côté IT vers les RH. Les implications, ça va être notamment de chercher à modifier les processus de saisie côté RH qui sont généralement à requalifier. Donc, on les intègre en début de projet. On les met au courant des implications en termes de saisie. Ça nécessite une conduite du changement auprès des RH. Cette partie conduite du changement, d'ailleurs, elle va être assez limitée au niveau du personnel de l'organisation sur des solutions d'IGA. On va plutôt être sur des éléments qui sont transparents sur les utilisateurs. Au niveau des utilisateurs, on va plutôt on peut avoir des impacts après côté gestion du changement quand il y a des workflows ou des éléments de communication, de validation, de notification. C'est une partie qui est à prendre en compte, mais qui n'est pas centrale. Voilà. Et de retour d'expérience de nos clients sur la partie gestion du changement, ça va pas être une difficulté. Beaucoup de changements de données sur une nouvelle modélisation des habilitations. Par exemple, pour le cas d'une nouvelle intégration, on a un modèle d'habilitation qui n'est pas construit et qui est à construire. Dans le cas d'un changement de solution, on va être sur une remodélisation, donc une reconception. Et derrière, on va avoir des implications de changement en termes de référentiel de données, de nettoyage de données, etc. Sans compter également que du coup, on va vers une amélioration
sur les processus d'arrivée, départ, sur les mouvements de personnes, passage d'un service à l'autre. On peut penser notamment au BISO où une personne va passer d'un service à l'autre, ou comment se passent les interactions avec le SI. On peut avoir des intégrations, des interactions avec les ITSM. Je poursuis par le plus important, ça va être la gestion du périmètre. En effet, sur une solution d'IGA, et notamment sur Systentia Identity, on va être sur une solution ouverte. On va pouvoir modifier des éléments tout au long de la vie du produit. C'est articulé avec un point essentiel qui est que certains éléments, dans le cadre du projet, dans le cadre du produit, pardon, vont être difficiles à changer en cours de projet. Notamment de notre côté, ça va être sur le modèle structurel. On travaille à lever cette contrainte ou de garder une cohérence sur les cas d'usage avec les applications approvisionnées. Je prends habituellement l'exemple d'une maison. Sur une maison, on va pouvoir facilement modifier tout ce qui est à l'intérieur. Seulement, si vous modifiez les fondations, si vous modifiez la structure, la destination de la maison, vous pouvez encaisser une certaine charge, mais au bout d'un moment, vous allez devoir reconsidérer l'ensemble des sujets si les fondations ne sont pas bonnes. Et parfois, il est plus simple de reprendre un sujet de zéro que de réaliser des modifications et de mettre en place des rustines. On va chercher à garder une cohérence au sein du périmètre. C'est des éléments à savoir en début de projet, quand on a encore toutes les possibilités et que les actions sont encore en cours de cadrage. L'essentiel, c'est de noter que à partir du moment où on a un périmètre qui est bien géré, qui est suivi, on est sur un niveau de projet, un niveau de contrôle du projet qui est satisfaisant. L'écueil à éviter, ça va être d'avoir trop de changements sur un projet, parce que ça veut dire une mauvaise qualification des besoins. Il est normal que sur un projet, on puisse avoir des changements. C'est la vie d'un projet. On est sur des éléments qui sont à réaliser, sur lesquels il y a de l'information qui est inconnue. Il y a toujours des changements à qualifier. L'idée, ça va être de prendre en compte toutes les contraintes qu'on a pu avoir au travers de la définition d'un périmètre pour faire en sorte que le projet puisse venir habiter le produit. Et pour ça, on va avoir besoin de connaître des cas d'usage, règles de gestion de la solution, qu'on va définir lors des ateliers de cadrage. Ce qui va être important de connaître, ça va être notamment sur quelle est la population cible. On va parler chez nous de structure, en termes de département, en termes de sites, entités, divisions, etc. Quelles sont les identités qui sont internes ou externes, agents dans le cadre de la fonction publique, de s'adapter aussi au contexte, à la sémantique client, interne ou externe, selon les secteurs, vont pas dire les mêmes choses, et quelles sont les habilitations qui sont délivrées. Également, quels sont les environnements du SI considérés? Où est-ce qu'on va chercher l'alimentation, les informations en amont? Où est-ce qu'on va provisionner? Sachant que nous, on va essayer de lotir les applications pour optimiser l'ensemble des points. Qu'est-ce qu'on a comme processus, comme notification, comme circuit de validation en termes d'arrivée, modification et départ de personnes? Voilà. Un point essentiel aussi, ça va être conjointement avec la partie GA, est-ce que les accès sont maîtrisés? Si on a une maîtrise des accès, si on a une maîtrise des habilitations, on va avoir une maîtrise sur ces points-là de la sécurité du SI. Il est nécessaire que les deux puissent être gérés conjointement et sur ces points, forcément, on va venir apporter, il est nécessaire d'avoir des préconisations, de s'adapter au contexte spécifique. Voilà. Un point essentiel du coup par rapport à tous ces éléments, ça va être que la qualité des données qu'on va pouvoir présenter, qui sont présentes en amont, toujours là, je reviens au point des RH, elles vont être reportées dans la solution d'IM. Donc on va avoir besoin d'avoir ces éléments qui sont identifiés et d'avoir un certain niveau de qualité pour avoir des données fiables et bien saisies qui puissent être prises. On est sur des informations qui vont être autoritaires dans les informations qu'on récupère vont être la base et vont être répercutées dans la solution d'IGA. Et ces informations dans la solution d'IGA vont être répercutées au travers de règles de gestion dans les référentiels cibles. Il est essentiel qu'on puisse avoir des informations de qualité pour pouvoir reprendre ces éléments.
Donc, sur ce point accueil à éviter, on avait les impacts projets, impact organisationnel et gestion du périmètre. L'ensemble de ces points, pardon. L'ensemble de ces points, ont pu être pris en compte dans l'approche projet qu'on va délivrer sur notre solution, Assistantia Identity, par rapport aux éléments spécifiques, aux possibilités de la solution, aux contraintes de la solution, également par rapport à notre expérience projet, à, mon expérience de pratique de gestion de projet, et également des éléments de PMP, du PMI. Tout ça, on a pu le prendre en compte pour vous montrer une approche projet Assistantia Identity. Alors, avant de démarrer un projet, on va avoir quelques prérequis. Forcément, on va avoir une contractualisation entre le client et l'éditeur ou l'intégrateur sur un périmètre projet. Donc, on a pu faire un cadrage qui a pu être fait sur la base soit d'un appel d'offres, soit d'un RFP, soit d'échanges directs avec le client. Et à ce moment-là, on a pu convenir d'une enveloppe financière, d'un périmètre, d'une estimation de charge. À ce moment-là, en tant que chef de projet pour faire la mise en place de la gouvernance et du pilotage projet. Ça peut être également nos partenaires intégrateurs. Et à ce moment-là, on va mettre en place ces éléments pour recueillir toutes les contraintes, mettre en relation et s'assurer des disponibilités des experts Assistantia, des bonnes personnes côté client également. Ensuite, on va pouvoir démarrer le projet. Ce projet dont on identifie, par rapport aux points évoqués auparavant, des facteurs clés de succès. Un point essentiel, ça va être d'avoir une approche projet par lots successifs, qu'on va dire incrémental. On va essayer d'éviter un effet tunnel, d'avoir un projet d'1 an ou 2 ans, un projet qui soit trop long, parce que nous, notre objectif, ça va être de pouvoir délivrer de la valeur rapidement en mettant en place un premier socle de base avec typiquement l'alimentation, un connecteur AD, une application métier ou deux. Ça peut être discuté librement en fonction des contraintes, en fonction de vos contraintes côté client. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des incréments pour ajouter des items qui peuvent être des connecteurs supplémentaires, des règles des règles, différents workflows, des notifications, etc. L'avantage, ça permet de faciliter la conduite du changement. Ça permet également aux équipes côté exploitation de pouvoir avoir un premier périmètre et de monter progressivement en maturité. Ça a un impact plus court, un impact positif d'avoir un projet plus court sur les équipes projet. Quand on a un projet qui dure 4 mois au lieu de 1 an et demi, je peux vous assurer d'expérience que c'est bien plus agréable pour tout le monde. Et côté DSI, côté client, vous avez également sur un projet plus court de la valeur ajoutée plus rapide. Si vous avez un projet au bout de 4 mois en production au lieu d'1 an, vous avez tout de suite de la valeur ajoutée et vous pouvez gagner en termes d'efficacité et gérer également la montée en charge. Comme évoqué, on va chercher à avoir les équipes RH dans le projet pour assurer la qualité des données. Généralement, on va les intégrer dans les ateliers d'alimentation amont pour voir côté IT et côté RH, quelles sont les contraintes spécifiques. Et généralement les éléments, les ateliers se passent très bien. On est sur un accord gagnant-gagnant avec les RH qui ont généralement aussi la possibilité du coup d'anticiper la création et on peut choisir le moment de l'activation des personnes. Donc, saisie en amont possible. Également, pour permettre une bonne gestion du périmètre, ce qui est essentiel, ça va être une bonne gestion des changements pour assurer la réussite du projet, avec 2 éléments centraux. Ça va être, j'y viens juste après, on va commencer par une phase d'étude et spécification. On va faire une étude détaillée du périmètre et on va rédiger des spécifications. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir passer à la partie intégration. On essaye d'aller rapidement en production pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais du coup, à tout moment, vous avez la possibilité de nous
de nous adresser vos demandes de changement en termes de planning, en termes de nous adresser vos demandes de changement. On vous qualifie les impacts en termes de planning, charges, risques, périmètre, budget, etc. Alors nous, on va essayer d'éviter d'avoir un changement au cours d'un lot et d'éviter trop de changements. Le cas échéant, ça peut être intéressant de reprendre un atelier pour reprendre le sujet. On va essayer de mettre les changements dans un second lot si possible. L'idée, c'est de faire en sorte que le projet soit un succès. Le but d'un projet, c'est la satisfaction des parties prenantes. Donc nous, on est là pour vous apporter toute l'information nécessaire pour faire en sorte que vous puissiez avoir un projet qui colle à vos contraintes et à vos objectifs. Donc plusieurs lots projets. La méthode d'un lot projet, ça va être de façon assez classique, phase d'étude et spécification, puis intégration, puis validation et ensuite mise en production. De notre côté, on va faire des ateliers de cadrage pour recueillir le périmètre de façon en suivant la solution. J'y viens juste après pour faire un focus sur les ateliers de cadrage pour vous montrer qu'est-ce qu'on va recueillir. Et ensuite, on va rédiger différents livrables, documents de spécification, cahier de recettes fonctionnels, documents d'architecture technique et un plan projet. Et on va venir vous restituer ce plan projet pour valider l'adéquation entre le besoin et la réponse produit et projet, répondre aux questions, faire en sorte que vous soyez aligné avec ce qui est prévu, que vous ayez une vision éclairée du projet et du périmètre, et de vérifier que tout est toujours conforme à vos contraintes. À ce moment-là, si on a le go, on part en intégration, on va suivre le modèle de données, alimentation amont, ce qui est interne à la solution, puis ce qui va être en aval, côté connecteur cible, en prenant en compte notamment une phase de réconciliation des comptes, où on va pouvoir confronter d'une part les données existantes qui sont issues de vos référentiels, type AD, type connecteur métier, application métier, et les comparer avec la politique de compte pour faire en sorte d'analyser et de résoudre les écarts. Ça, on va pouvoir voir lors des ateliers. Ce sont les consultants qui gèrent la partie atelier, qui gèrent la partie technique et l'intégration. Toute cette partie plus technique. Ensuite, une fois que ça a pu être réalisé, on valide en interne, côté Systentia, que les éléments se sont bien. On va faire une recette fonctionnelle interne, test d'intégration, test unitaire, etc. Une fois qu'on est OK, on fait une recette fonctionnelle avec vous. On prévoit généralement un transfert de compétences pour pouvoir vous montrer l'exploitation de la solution ou comment faire notamment des workflows. Et une fois que c'est OK pour vous sur le périmètre qui a été convenu, on peut passer à la mise en production. Et le cas échéant, ça peut être dans le périmètre aussi de mettre en place un environnement de recettes, ce qui est conseillé pour mettre en place pour qualifier les changements, pour éviter de faire des impacts et des éléments à chaud qui pourraient impacter les utilisateurs. Tout ça, on le voit plus en détail lors des cadrages qui vont suivre la démarche suivante. Premièrement, on va pouvoir commencer à faire une revue de l'existant. Donc concrètement, c'est l'atelier IT et RH. On va revoir, on va se calquer sur sur la gestion des arrivées, modifications, départ de personnes. Quand est-ce que les personnes sont activées? Quand est-ce que les personnes sont désactivées? On peut avoir des allers-retours de personnes qui sont en CDD, qui partent, qui reviennent, etc. Quand est-ce qu'elles sont activées? Quand est-ce qu'elles sont désactivées? On va prendre en compte vos contraintes spécifiques. Et l'idée, ça va être de faire un dialogue entre, comme j'avais évoqué, vos contraintes et les possibilités de la solution, et vous conseiller aussi sur comment est-ce qu'on peut exploiter au mieux la solution par rapport à vos contraintes spécifiques. Ensuite, la partie alimentation amont. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les données, notamment structure, alimentation amont, vont être manuelles? Est-ce qu'on va être automatique? Généralement, les personnes internes à la société, les agents ou agents dans la fonction publique vont être alimentés automatiquement. C'est généralement la base d'un IAM. Les personnes externes, prestataires, en manuel. Ça peut être défini aussi.
quels sont les types, comment est-ce qu'on va venir se brancher en alimentation amont, comment est-ce que, quel type de format on va avoir entre API, web service, CSV, SQL, LDAP. Ça peut être en fonction de vos contraintes, en fonction de ce qui peut être le plus simple. Et également, comment est-ce qu'on va venir gérer les homonymes? Quand on a deux Jean Dupont, comment est-ce qu'on va faire pour identifier quelles sont les règles de gestion? On peut avoir techniquement dans un SIRH une personne qui est là plusieurs fois. On peut aussi prendre ça en compte et du coup, faire derrière sur la partie provisioning, faire en sorte que si vous avez plusieurs personnes, il peut y avoir une personne ou un compte dans l'AD ou plusieurs comptes dans l'AD. Donc, toute cette partie fusion de comptes, identité multiple, on va aller le recueillir lors des ateliers et également pouvoir faire une partie workflow, la partie workflow et la partie rapport. Sur la partie validation, ça peut être pour donner un exemple, on peut faire des validations et notifications sur à peu près tout ce qui est possible, du moment qu'on peut déterminer un attribut, un élément de temps dans la solution. Donc, vraiment, on peut s'adapter. On a beaucoup de largesse dans la solution à ce niveau-là. Ce qu'on va faire généralement, c'est vous saisissez une personne interne dans un formulaire, une personne externe dans un formulaire et ensuite ça peut envoyer un workflow de validation aux personnes souhaitées. Ça peut être au RH, ça peut être à l'IT, ça peut être au responsable ou ça c'est de la validation et derrière on fait de la notification. Notification aussi possible, par exemple sur quand une personne doit partir dans 7 jours, d'envoyer une information au manager, de dire attention, la personne qui est sous votre supervision va partir dans 7 jours. On recommence à 2 jours, on peut recommencer à 1 jour. On peut s'adapter aux contraintes spécifiques. Pareil pour les rapports. Les rapports vont permettre notamment de pouvoir, de votre côté, euh, de, 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 de définir qui s'est connecté au système d'information, qui a tel droit, la plage d'affectation des droits. On propose des rapports qui sont natifs dans la solution. On peut s'adapter aussi par rapport aux contraintes spécifiques que vous pouvez avoir en termes d'audit IT. Ça ne va pas être notre métier, mais on est là pour vous accompagner sur cette partie. Les rapports, notamment, ça vous permet, avec d'autres éléments, type campagne de certification, de reprendre le contrôle sur différents droits manuels. Donc, c'est aussi l'occasion de rationaliser les habilitations au sein de la société. Derrière, en termes de provisioning, c'est de savoir qui a accès, qu'est-ce qu'on fait comme type de politique de mot de passe entre l'existant, le cible, etc., lié avec le cycle de vie. Et on va venir faire des allers-retours entre les éléments revus de l'existant, quelles sont les informations en alimentation amont et provisioning. Concrètement, ça peut être des ateliers, ça peut être sur un premier socle de base, 4 ou 5 ateliers de 2 heures en fonction, sachant qu'on va essayer de privilégier les règles de gestion dans un premier temps et des attributs techniques dans un second temps. De façon à dire, OK, l'attribut qui se trouve dans Identity, comment est-ce qu'on transcrit ça? Est-ce qu'on provisionne le login, le SAM account name, UPN, etc. On peut aussi voir des éléments mineurs qui seront dus à la recette fonctionnelle, type attribut confidentiel, type gestion de l'ordonnancement, etc. Donc, l'atelier de cadrage, on va vraiment être sur une vision, une fois qu'on en sort, normalement, on sait ce qu'on a et on a quelque chose de stable. Les éléments de revue de l'existant, alimentation amont, ils ont assez peu tendance à bouger au fur et à mesure du temps. Et on va pouvoir reprendre cette partie provisioning au cours d'ateliers suivants. Ensuite, je vous partage en concertation avec ce qu'on a pu vous présenter d'approche projet, une synthèse d'éléments de bonnes pratiques du Gartner 2023 sur comment est-ce qu'on va faire une gestion de projet IGA entre les écueils à éviter et les facteurs clés de succès. Donc, pour reprendre l'ensemble des points, les écueils à éviter, comme on a pu évoquer, manque d'implication des départements métiers,
Un projet GA, c'est 20% de technologie, 80% de travail sur les process. Des exigences fondamentales qui ne sont pas respectées. Un projet d'IGA, on va faire d'abord les fondations, on va commencer à poser des briques. Donc là, ça va être ce qu'on a pu évoquer, de bien recueillir le périmètre en amont. Ça vient conjointement avec se concentrer sur les 80% et construire les fondations. Sous-estimation de l'effort nécessaire, planification importante et délimitation prudente du champ d'application. Donc là, on retrouve notre devoir de conseil par rapport au biais d'optimisme, par rapport à l'effet tunnel également. Donc, le fait de venir casser ce problème, de venir casser ça, on a pris ça en compte du coup par rapport au fait de venir faire des lots au sein du projet. Cas d'usage et attentes documentées par rapport au périmètre, communication, parties prenantes et dirigeants, on va pouvoir le voir lors de la comitologie projet. On va faire des points projet, ça peut être typiquement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et faire des copies toutes les 8 semaines ou en fin de phase. Compétences techniques, les points par rapport à la montée progressive en compétences des collaborateurs, des administrateurs, réduction du champ d'application à un niveau réalisable et déploiement Big Bang avec un déploiement agile, par rapport également aussi au socle de base et gestion du périmètre. Donc voilà, de mon côté, sur cette partie, j'ai pu vous présenter les éléments sur les écueils à éviter, facteurs clés de succès, Assistentia, Identity, qui sont menés de notre côté conjointement par rapport au Gartner, qui sont utilisés dans le cadre de l'ensemble de nos projets sur lesquels je suis chef de projet.